Marie-Michel Rousseau, bienvenue sur le podcast. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de prendre le temps là, de parler avec moi aujourd'hui. Notre conversation, ça va porter sur la prévention puis sur la guérison des blessures sportives. Parce que je pense que bon, c'est ton expertise, c'est ton champ J'essaye, oui. d'expertise. On va commencer par la base. Tu es physiothérapeute depuis maintenant 10 ans, je pense qu'on se disait. C'est quoi exactement le rôle du physiothérapeute dans le monde du sport? Je te dirais, en général, le physiothérapeute, moi, j'aime bien dire qu'on est expert de la biomécanique de l'être humain. Fait qu'on va s'assurer qu'il y a la mobilité, le mouvement, on va tester la force à un certain niveau. Hem, on va s'assurer, tout ce qui est côté neurologique. Vraiment, on fait un portrait un peu plus médical aussi du client, du patient. Puis dans le monde du sport, bien, on travaille étroitement toujours avec le préparateur physique, donc ou avec n'importe quel autre intervenant finalement. Fait qu'on est vraiment plus responsable de la biomécanique du patient, du client. Puis après, bien, on optimise ses fonctions avec l'aide du préparateur physique aussi. C'est quoi, mettons, pour différencier les deux, tu sais, entre le préparateur physique, vous travaillez ensemble, mais lui va Ouais. faire quoi que toi, Ben le exemple, tu ne sois pas préparateur touché? physique, il va souvent y aller, d'emblée, il va faire la préparation physique de l'athlète. Puis le physiothérapeute, il va être beaucoup plus disponible pour faire un screening, s'assurer que tout est correct déjà en partant avant de commencer un programme. Au niveau de la mobilité, au niveau d'anciennes blessures, on va beaucoup avoir l'historique des anciennes blessures ou des blessures qui sont actifs en ce moment à traiter. Fait qu'on s'assure toujours que tout le monde est capable d'exécuter les mouvements d'entraînement pour pouvoir progresser pour aller à la performance après. Fait que le physiothérapeute, il est beaucoup plus là s'il y a des blessures ou s'il y a des problèmes, mais il va beaucoup être là à titre préventif. Il va travailler plus autour du préparateur physique dans un monde sportif. OK. Ben, c'était ça aussi ma question. Vous ne faites pas juste, le après, vous faites aussi le avant. Oui, Ben, je pense que tu entraînes beaucoup d'athlètes, là, des athlètes professionnels aussi, j'imagine. Fait qu'ils vont venir te voir même avant d'avoir une blessure ouais. pour vraiment avoir, j'imagine, des protocoles Ben, pour les contextes varient. Par exemple, quand les athlètes de hockey ils reviennent l'été, moi, je vais faire un screening de leurs conditions après une saison. Ils sont souvent, tout amochés ou ils ont eu mal partout ou des fois, on leur donne tout le temps quelques semaines de repos. Fait qu'ils n'ont pas bougé beaucoup. Fait qu'on essaie de réévaluer ils sont dans quelles conditions motrices à ce moment-là. Savoir qu'est-ce qu'ils ont eu comme blessure pendant la saison, par exemple. Puis on s'assure que tout est correct pour qu'il puisse entamer son programme de 3 mois pendant l'été pour on veut pas commencer à niaiser dans le programme d'entraînement à cause qu'il y a mal à quelque part puis il l'a pas dit avant. Fait que c'est pour ça qu'on fait le screening, dès le off-season. Mais dans la saison, j'ai accès à des athlètes de d'autres sports. Je te dirais là, il y a comme une tendance de société, là, on est beaucoup plus curatif que préventif. Fait que c'est sûr que bien souvent, je vais avoir le client après qu'il se soit blessé, puis là: «Hey, si j'avais su avant, j'aurais fait ça, 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 ça». Fait que mon rôle devient préventif avec les clients qui me connaissent déjà, parce qu'ils viennent souvent me voir à titre préventif, mais la majorité du temps, je vais rencontrer une nouvelle personne parce qu'elle a eu une blessure. je comprends. OK. Fait que ça me donne quand même une bonne idée. Hem, Fait que dans le but de on va commencer un peu plus avec la prévention, avant de Ouais. parler des blessures. Hem, Tu sais, j'aimerais savoir un peu, tu sais, les grandes lignes. C'est quoi les facteurs qui vont beaucoup influencer si quelqu'un peut se blesser plus facilement? Tu sais, je pense entre autres à peut-être la flexibilité. Je sais qu'on l'entend souvent parler, là, on se dit tout le temps: «Ah, faut s'étirer avant, après un entraînement». Ça, on va avoir la chance d'en parler un peu plus après, là. Mais tu sais, est-ce que la flexibilité, ça joue un gros rôle dans la prévention des blessures? J'imagine que oui. Définitivement, mais j'aime pas vraiment le terme flexibilité. Moi, j'aime beaucoup plus utiliser le terme mobilité. Je trouve que la flexibilité, ça amène trop vers les étirements, puis on en reparlera effectivement des étirements, mais moi, j'aime beaucoup plus parler du terme mobilité, s'assurer qu'un segment bouge bien. Je te donne un exemple, si tu es dans la salle de musculation, puis tu t'apprêtes à aller faire un squat, mais le squat, c'est pas juste ta capacité à tenir un back squat, c'est pas juste ta capacité à tenir la barre sur ton dos, c'est quand tu descends dans ton squat, si tes chevilles sont pas assez mobiles, ben c'est tout ton genou, ben le pied, mais le genou, les hanches vont devoir compenser un peu plus, le dos va compenser un peu plus. Fait un manque de mobilité à quelque part dans un segment, ça va affecter des compensations dans le reste du membre.
Fait que ça, c'est vraiment la base de tout, c'est d'être mobile. Puis je te dirais, la majeure partie du temps, ça va être les chevilles que je vais beaucoup évaluer. N'importe qui vient me voir pour un problème de bas du corps ou de bas du dos, je vais tout le temps évaluer la mobilité de ses chevilles. Je vais regarder comment il marche. Si la cheville ne fait pas son mouvement comme il faut quand on marche, ça l'affecte comment tu vas ramener ton pied. Ça va affecter ton genou quand tu vas faire du hiking. Ça va affecter tes hanches quand tu vas vouloir t'accroupir ou quand tu vas vouloir monter ou descendre une côte. Fait que chaque segment travaille en synergie ensemble. S'il y a un segment qui ne travaille pas assez, mais il y en a un autre qui va devoir travailler un peu plus ou un peu moins bien. C'est là qu'il y a des blessures de surutilisation qui arrivent. OK. Ben ouais, ça a du sens. Y a-tu d'autres grands facteurs autres que la mobilité? Tu sais, on parle de, je sais pas, quelqu'un qui est un peu plus qui a plus de masse musculaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir moins de risque de blessure? Vu que justement, peut-être son corps il est plus apte à se soutenir ou à, tu sais? Oui, définitivement aussi. Je pense que le lien de la masse musculaire, de la force musculaire avec les blessures, c'est ce qui est le plus recherché en ce moment dans la recherche. Puis c'est ce qui est le plus prouvé qui fonctionne. Donc, ça prend une bonne masse musculaire pour avoir une bonne force musculaire. Si tu es plus fort, tu as un meilleur équilibre, tu as un meilleur contrôle de tes mouvements. Tu as aussi une meilleure mobilité. Quelqu'un qui s'entraîne dans le gym pour avoir des gains en force, il travaille d'une certaine façon sa mobilité. Il y a une expérience du mouvement aussi. Ça donne aussi des bonnes habitudes de soulever des charges, de tirer des charges, de pousser des charges. Fait qu'on a moins de risques de se blesser à la maison, par exemple, en travaillant dans la cour. La masse musculaire, quand elle est assez forte, ça protège les os puis les articulations. Fait qu'on entend souvent dire Moi, j'ai mal des genoux, j'ai de l'arthrose, je fais pas de squat. Non, justement, c'est peut-être ça que tu as besoin de faire. Faut que tu en fasses. Exactement. Fait que puis même chez les personnes âgées, c'est prouvé que, en vieillissant, on perd de la masse musculaire. C'est un processus normal qui pourrait être protégé avec d'autres facteurs, mais en général, c'est un processus normal. Les personnes âgées, on leur demande beaucoup de faire des exercices en résistance, en force musculaire pour protéger leurs os. C'est vraiment prouvé qu'une bonne force musculaire améliore la densité osseuse aussi. Donc, définitif, la force musculaire, c'est en lien avec une prévention de blessures, encore plus chez les athlètes, parce qu'eux, ils doivent utiliser leur corps pour faire une performance, faire un mouvement. S'ils n'ont pas la force musculaire nécessaire pour le faire, bonne chance qu'ils se blessent. Donc, c'est sûr que la force musculaire, c'est un gros prérequis également. Mobilité et force musculaire, c'est comme la base. On parlait, tu sais, oui, il y a les sportifs, il y a les personnes âgées, mais je pense que tout le monde gagne à Ah, absolument. faire aller à Absolument. la salle d'entraînement, Je puis pense que Sébastien aussi t'a énuméré plein de bénéfices à l'entraînement, mais et je pourrais t'énumérer plein de bénéfices à faire un entraînement en résistance musculaire, là. fait qu'on le conseille à tout le monde, là, peu importe l'âge ou le background. Tout le monde, puis souvent, les gens, ils vont avoir une mauvaise conception de c'est quoi faire de l'exercice. Je te dirais, les gens, ils veulent se remettre en forme. «Ah, je devrais, me remettre en forme, je vais faire du cardio». Non, fais de la force musculaire. Puis je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça lever des charges, mais il y a plein d'autres façons de renforcer la force musculaire. Mais c'est vraiment prévention de blessures, c'est définitivement la force musculaire. Puis c'est drôle, là, tu sais, on parle de ceux qui veulent se remettre en forme. Il y a le nouvel an qui s'en vient. Les gens vont se donner des résolutions pour l'année. Puis d'après moi, il y en a beaucoup qui vont se donner comme objectif, bon, là, il faudrait que je me mette à aller au gym un petit peu plus ou juste d'y aller tout court. Euh, Quel truc est-ce que tu pourrais donner à ces gens-là qui partent quasiment de zéro, là, aucun entraînement au gym ou cardio, même quasiment pas faire de la marche, à bon, OK, là, je vais commencer à aller au gym 3, 4, 5 fois semaine. As-tu des trucs pour ces personnes-là pour peut-être commencer graduellement puis éviter de se blesser au final? Mais ça, c'est classique. OK? Le monsieur, madame, tout le monde qui rentre dans mon bureau, qui a un problème, il ne sait pas comment c'est arrivé. Mais moi, je commence à poser plus de questions, puis on trouve toujours qu'ils ont commencé à débuter un nouvel exercice. Puis j'enlève rien à les applications qu'on a sur les réseaux sociaux ou en ligne, mais c'est facile d'accès. Fait que monsieur, madame, tout le monde qui s'est jamais entraîné va décider de s'acheter le programme de Beachbody parce qu'ils ont vu la personne qui fait le Beachbody, qui veulent ressembler à ça. Puis là, ils commencent à faire l'entraînement Beachbody, mais souvent, les intensités sont beaucoup trop élevées. C'est des exercices que moi, j'appelle les exercices fancy. Tu sais, ils font des choses que même des athlètes ont de la difficulté à Ouais, faire. ça a l'air beau en vidéo, là, ce Ça que a tu l'air fais, mais super c'est beau en aucunement vidéo. pratique, Non, là. vraiment pas. Il faut vraiment revenir à la base. Fait que souvent, moi, je vais leur conseiller, commencer graduellement.
on utilise beaucoup en physiothérapie le terme de quantification de stress mécanique. Donc, un stress mécanique, c'est un stress qui provient d'une activité. Marcher, courir, nager, faire de l'entraînement en résistance, c'est un stress mécanique. L- Quand on veut augmenter notre stress mécanique, il faut y aller progressivement pour créer une adaptation dans nos tissus puis augmenter progressivement la tolérance de nos tissus à faire l'activité. Fait que si on part en peur, puis on s'en va 4 fois semaine au gym, de un, on change complètement nos habitudes de vie qu'on avait l'habitude. Il y a des bonnes chances qu'à un certain point, ça flanche puis on n'ait plus envie de le faire. Puis de deux, ben, on risque de se blesser parce que si on augmente drastiquement le volume et l'intensité de stress mécanique sur notre corps qu'on n'est pas habitué, nos tissus ne sont pas adaptés encore à ça et c'est là qu'on peut se blesser. Fait que c'est vraiment d'y aller progressif, c'est de se préparer. Je pense que c'est la préparation. Puis ça serait, tu conseillerais, exemple, bon, quelqu'un qui veut se rendre à 4 jours semaine à la salle d'entraînement, je prends ça. Est-ce que tu conseilles commencer par une fois par semaine pendant 2 3 semaines? Après ça, oups, là, tu montes à 2 jours par semaine pendant 2 3 semaines? Ou tu sais, à quel point est-ce qu'il faut y aller graduellement? Aurais-tu des barèmes? Ben, ça dépend. Ça dépend de chaque personne. Chaque personne doit établir ses propres limites. Chaque personne, il y a tellement de facteurs qui affectent la tolérance des tissus dans notre corps. Il y a des facteurs psychosociaux, il y a les facteurs de la charge qu'on a à la maison, le travail. Il y a tellement de facteurs. Fait que chaque personne doit établir sa propre limite. Quelqu'un pourrait dire, je commence à y aller 4 fois semaine, mais il va progressivement les 4 jours qu'il y va. Ça, il Mhm. n'y a pas de problème. Puis Il va même pas all-in, non, qui fait son plus exactement. gros squat qu'il est capable de faire Non, à mais non. premier. Non, 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 exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une base de mobilité à aller chercher. Après, il y a une expérience du mouvement. Il y a des mouvements qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Tu sais, un step-up ou un box squat, c'est beaucoup plus facile que d'aller faire le gros squat avec la barre dans le dos. Fait que c'est vraiment d'y aller intelligemment, d'y aller progressivement, de se préparer, puis de s'entourer de professionnels pour les aider à répondre à leurs questions. La classique, l'été, quelqu'un qui a travaillé assis toute la journée à son bureau chez eux, puis là, je m'inscris dans une équipe de balle pendant l'été. Parfait. Moi, ils rentrent tous au mois de juin, là, ceux qui commencent à jouer au bal. Ils se sont tous claqués l'ischio-jambier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune préparation qui a été faite. Le baseball, c'est un sport facile en soi, mais ça implique un sprint. Mais si tu as été assis toute l'année, puis tu n'as jamais sprinté, puis tu n'as pas entraîné tes muscles, puis tu décides de faire un sprint parce que tu joues pour le premier but que tu veux vraiment pas manquer, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait un claquage. Puis on les voit arriver au début de l'été, c'est la classique. Fait à chaque fois qu'on commence quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, qu'on n'a aucune expérience, c'est vraiment de préparer le terrain au niveau de la mobilité, au niveau du renforcement, puis de s'assurer dans quoi qu'on s'embarque aussi, puis de comprendre nos limites. Les gens, ils comprennent pas, ils ont de la difficulté à interpréter leur douleur des fois. Ils sont pourris à expliquer comment ils ont mal. Fait que c'est de vraiment savoir, ben j'ai mal, je suis raqué, est-ce que je devrais sauter une journée ou est-ce que je devrais augmenter mon intensité, mon volume ou comme garder la même chose ou diminuer? C'est vraiment ça, de rencontrer des professionnels pour se faire expliquer ça selon tes propres limites. Ce que j'avais retenu, moi, du podcast avec Sébastien, c'est normal d'être raqué, Ouais, mais il y a une limite. Si tu tellement raqué que tu as de la misère à faire ton exercice, il faudrait que tu attendes un petit peu plus. exactement. Puis j'imagine si tu es raqué et que tu essaies de faire l'exercice avec le même poids que tu avais avant, là, j'imagine les blessures, c'est Ben, il faut jouer. Exactement. C'est difficile à quantifier parce que si tu as fait quelque chose puis tu dis, ah, je suis un peu trop raqué, mais là, c'est de voir, bon, est-ce que je diminue ou je refais la même chose pour créer mon adaptation ou je suis prête à augmenter? Clairement, si tu es un peu raqué, c'est normal d'être raqué, mais si c'est plus que comme de la douleur, tu augmentes pas. Soit que tu fais exactement la même chose ou que tu diminues. Mais c'est toute une science derrière ça, là. Parce qu'il y a d'autres facteurs aussi, tu sais, comme on peut parler aussi du sommeil. Le sommeil, ça fait 5 6 ans que je commence à demander plus à mes clients sur leur sommeil, puis je me rends compte que tout le monde dort mal. C'est typique, puis tu sais, la fameuse expression: «Hey, je me suis levée, hey, on n'a plus 20 ans». Ben non, on n'a plus 20 ans parce que on n'est plus chez nos parents, on a notre maison, on a des enfants, ça, un travail. Tu sais, comme tous ces stress-là changent un peu ta capacité à ton système nerveux à t'adapter. Ça peut t'exposer à plus de blessures. Si ton sommeil est pas top, c'est sûr et certain que tu vas mal récupérer d'une blessure et oui, ça peut amener à d'autres blessures. Fait que le sommeil, je te dirais, là, il y avait la mobilité et la masse musculaire, mais le sommeil, c'est la base.
Puis dans les recherches, ça sort de plus en plus. Il faut vraiment avoir un sommeil de qualité. Fait qu'on on demande entre 7 à 9 heures de sommeil. Beaucoup d'experts disent au moins 8 heures de qualité, c'est-à-dire que tu t'endors, puis tu te réveilles le lendemain matin. Puis les jeunes ados, quand je leur pose la question, ils ont tous la difficulté à s'endormir, ils sont tous sur leur cell, les écrans. Ils ont beaucoup plus d'anxiété aussi, les adolescents, les adultes. Tout le monde a plus d'anxiété dans la société. Ça, depuis quelques années, on le voit de plus en plus dans notre clientèle. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont pas un bon sommeil, puis ils récupèrent pas. Le sommeil, c'est pourquoi l'être humain dort, c'est pour récupérer de tout ce qu'on a brisé pendant la journée. Fait que si tu as pas bien récupéré, ben il y a des bonnes chances que le lendemain, tu partes à -1 au lieu de partir à 0. Fait que c'est plus à ce niveau-là que le sommeil est super important. Puis la majorité des personnes dorment vraiment pas bien. Non, c'est ça. Mais c'est difficile quand même de dormir, d'avoir son 7 à 9 heures, là. Ça a l'air, facile dit de même, mais tu sais, en tout cas, moi, j'essaie le plus possible, là, mais je me rends compte des fois, il y a des soirs que, hop, là, ça m'a pris une demi-heure à essayer de m'endormir. En temps normal, je m'endors quand même assez rapidement, là, Ouais, mais mais tu il sais, y il y a a plein de tellement de techniques. facteurs et Ah ça oui, mérite un épisode complet, juste le oui, sommeil, là. ça, Sébastien va pouvoir t'aider pour ça. Ouais, ça, c'est bon. Fait que, ben, c'est drôle parce que c'est ça, bon, je voulais parler un peu la fatigue puis le Oui. stress, là. Fait que bon, un manque de sommeil, ça va avoir, plus de risques d'avoir des blessures. Fait qu'on essaie d'avoir son 7 à 9 heures. Ensuite, le stress, je pense beaucoup peut-être aux athlètes professionnels. Un joueur de hockey qui, exemple, débute sa carrière dans la Ouais. LNH, ben stressé de faire son premier match. Est-ce que le stress peut créer plus de blessures? Est-ce qu'il y a plus de risques à avoir des blessures quand on est plus stressé? Ouais, c'est une bonne question parce qu'il y a différentes formes de stress. Un stress, anxiété, c'est quelque chose qui est très anxiogène, qui va avoir une atteinte sur ton niveau d'alerte, qui va avoir une atteinte sur ton sommeil, qui va te rendre que tu es un petit peu plus fatigué. Ça, oui, ça peut amener à des blessures. Mais un stress que j'aurais tendance à dire normal avant un match, tu sais, comme un petit Un petit stress de boule ici, performance, là, ouais. exactement. Tant et aussi longtemps que ça n'atteint pas ton niveau d'alerte, puis que tu te sens sharp, puis tu t'en vas sur la game, puis tu es bien mobile, tu es bien préparé. Je veux dire, tout peut arriver, mais techniquement, non, ça devrait pas. OK? Mais quelqu'un qui a de la difficulté à gérer son anxiété de performance, oui, ça peut avoir un effet parce que là, ça fait en sorte que son système nerveux est super surchargé, puis il va avoir de la difficulté à se remettre, à contrôler un peu tout ce qui se passe dans son corps. Fait que là, ça, oui, ça peut avoir un effet. Fait que le stress, c'est quelque chose à regarder. Oui, mais le stress général, l'anxiété générale, les facteurs qu'on appelle biopsychosociaux, ça, définitivement, ça a un effet sur les blessures parce que ça l'atteint un peu aussi ton système nerveux. Donc, notre corps fonctionne avec le système nerveux, mais s'il y a toujours des menaces qui arrivent dans ton système nerveux, ta tolérance est plus basse. Fait que ça peut causer un problème. Good. Fait que ce qu'on comprend, c'est dans la prévention, c'est vraiment la mobilité. Oui. On parle de la masse musculaire aussi. Plus de masse musculaire va réduire ou prévenir un petit peu plus les blessures sportives, être moins stressé, mieux dormir. Est-ce que tu as peut-être d'autres facteurs aussi qui sont importants à regarder? L'historique de blessure. Fait que, une ancienne blessure qui a soit mal été gérée ou qui a pas été réadaptée à 100, qui a mal été réadaptée. Malheureusement, on le voit aussi des fois. Ça peut avoir un impact. Une ancienne blessure peut, être, donner des séquelles de mouvement, un manque de mobilité à quelque part ou un manque de force à quelque part ou un manque de contrôle ou un mauvais pattern de mouvement. Mettons quelqu'un qui a eu une entorse, qui a eu beaucoup d'entorses de cheville, puis qui ont tout le temps appris à protéger un peu plus la cheville, pas trop la bouger, mais là, eux, ça l'affecte leur patron de marche, leur patron de courir. Fait on veut changer le pattern de mouvement. Les petites compensations qui se sont installées après une blessure, des fois, ça reste un peu dans la façon de bouger dans le système. Fait qu'il faut aller casser ça. Puis ça, c'est un peu ça souvent que je vais faire en post-opératoire avec mes clients. Je vais essayer de casser leur pattern de mouvement qu'ils ont développé avec des béquilles ou avec une canne quand ça va être le temps de le faire. Mais il faut essayer de casser ça puis réapprendre à bien utiliser les mouvements de toutes les articulations. Fait qu'une ancienne blessure moi, je fais la liste de toutes les blessures. Tu as eu une commotion, je veux le De savoir. jusqu'à Ouais, ouais, exactement. Parce qu'il y a un problème dans ta cheville gauche qui t'a immobilisé à gauche, ça peut avoir un problème quand tu vas lancer ta balle à droite. Fait que, un même si prob la blessure, ça fait, mettons, moi, cinq je veux toutes six les savoir. ans ou. Exactement. OK.
c'est sûr que si tu t'es cassé le bras quand tu avais 3 ans, tu viens me voir à 30 ans, ben, je vais quand même te le demander, mais Il y a peut-être moins de c'est peut-être chances. moins exactement. Mais je veux toutes les savoir souvent. Même les commotions, c'est ce qui gère ton système nerveux. On veut le savoir. As-tu déjà eu beaucoup de commotions? Peut-être que ta coordination et tes patterns de mouvement sont un peu affectés à cause de ça. Fait que c'est toutes des choses que les anciennes blessures, je le demande tout le temps aussi. Ça peut affecter les nouvelles blessures également. OK. Fait qu'une commotion, ça pourrait exemple, tu as jamais eu de blessure, de ligaments ou tu sais des peu importe, Oui, une commotion peut affecter ou oui, peut oui, rendre parce que la commotion, c'est une blessure au cerveau. Puis ton cerveau, c'est ta machine qui contrôle tout ton corps. Fait que s'il y a eu je vais faire attention à mes mots. S'il y a eu des problèmes qui se sont installés suite à ta commotion, on veut le savoir. Puis des fois, c'est pas, grave, là. C'est des petits patterns de mouvement qui se sont développés ou c'est un manque de coordination ou c'est, au niveau de ton champ visuel, c'est affecté. Ben, si dans mon champ visuel, il y a des spots que je regarde qui sont problématiques pour moi parce que ça me reproduit des symptômes de commotion ou ça reproduisait des symptômes de commotion, ben, on veut aller traiter ça aussi pour pas changer les façons de bouger. Si je suis pas capable de bien regarder en bas à gauche, ben, je vais avoir tendance à tourner ma tête un peu plus. Mais dans une situation de jeu, ça peut changer la façon dont tu vas utiliser le reste de ton corps. Fait que on veut tout savoir. c'est fou, hein, Mais même moi, je veux tout les savoir. petites Oui, affaires qui paraissent banales, ça peut, exactement. Oui, ah ouais, OK. oui. Côté parce qu'on en a parlé un petit peu là, la récupération, sans trop aller dans le domaine de la récupération là, parce que je pense que juste ça aussi, ça mérite un épisode. Hem, pour éviter le plus possible de blessures, je pense à, bon, quelqu'un qui va je prends tout le temps l'exemple de la salle d'entraînement parce que c'est quelque chose que les gens, comprennent facilement là, parce qu'après ça, des sports, il y en a plein. On peut utiliser l'exemple d'un sport, spécifique après. Mais exemple, moi qui va au gym, qui va au gym 4 à 5 fois par semaine, hem, c'est sûr que ça finit par faire un stress, là, quand même à long terme sur le corps. Là, on parlait de tous les facteurs qui peuvent influencer. Est-ce que tu aurais des trucs pour nous de, bon, qu'est-ce que je devrais faire peut-être entre les séances d'entraînement pour peut-être récupérer plus rapidement, pour éviter de me blesser à la prochaine séance? Qu'est-ce que je devrais faire entre ces séances d'entraînement-là? Oui, ben, c'est une super de bonne question parce que ça, on se fait souvent poser cette question-là. Je te dirais que pour ceux qui ont la chance d'avoir un entraîneur puis un préparateur physique qui planifie leur entraînement, le gros de cette prévention-là se fait dans le programme en tant que tel, dans la planification du programme. Fait que ça, c'est plus du ressort du kinésiologue ou du préparateur physique de bien programmer ton programme avec le bon volume, bonne intensité pour pas déjà aller exténuer ton client. Fait que si ton programme il est bien programmé, techniquement, on devrait toujours bien récupérer entre les exercices. Sauf que c'est pas tout le monde qui ont des bons entraîneurs ou des bons. Pas tout le monde qui a la même expérience, pas tout Exactement, le c'est pas monde tout qui le a monde qui a ouais, la ouais. même expérience. Et ça, je le vois beaucoup chez mes jeunes qui sont dans du sport-études. Ils ont en plus, sont dans l'équipe civile. Là, eux, ils vont nager en plus parce qu'ils pensent que c'est du active recovery, mais ils font comme s'ils étaient aux Olympiques. Puis ils sont dans une autre équipe, ils ont des tournois, ils font les try-outs pour Team Québec, Team Canada. C'est intense. Puis ils sont jeunes. Ils ont un métabolisme incroyable. Ils récupèrent super vite. Mais à un certain point, en plus, ils ont de l'école. À un certain point, ils atteignent les limites. Fait que souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir avec eux, puis je vais regarder leur horaire. Puis je vais vraiment demander qu'est-ce que tu fais lundi, qu'est-ce que tu fais mardi, mercredi, non. Je veux tout savoir ce que tu fais, cours d'éduc, entraînement, pratique, game. Puis là, je regarde si ça fait du sens. Puis là, j'essaie de leur faire comprendre, est-ce que tu penses que ça, c'est trop? Est-ce que quand tu arrives à ta natation jeudi soir, là, après avoir fait 2 pratiques dans ta journée, es-tu fatigué? Ah ouais, je suis vraiment fatiguée puis j'ai un peu plus mal. Non. Tu sais? Fait que souvent, c'est beaucoup, beaucoup d'éducation. Hein? La récupération, c'est beaucoup d'éducation, beaucoup de réaliser ce qui se passe dans ton corps. Il y a plein de gadgets là, qui existent sur le marché pour mieux récupérer. Euh, Ça serait un bon sujet, mais Ça, je vais ça te serait laisser un finir très là, mais bon ouais. sujet. Hem, mais je te dirais la planification du stress mécanique, comme je t'expliquais tantôt, un sommeil, alimentation, on peut supplémenter. Ça, c'est pas mon champ de pratique, mais il y a certains suppléments qui aident à la récupération. On peut, favoriser un environnement qui nous permet de récupérer. Fait que quand on a toutes ces facettes-là dans un bon environnement, ça devrait être correct. Si on n'est pas dans un bon environnement, qu'on est en plus dans
une situation anxiogène à la maison, où on dort pas bien, ou j'ai pas la chance de prendre un bain chaud, par exemple, pour relaxer, méditer, ben ça peut nuire aussi à la récupération. Fait que c'est vraiment de quantifier le stress mécanique à travers ta semaine, s'assurer que tu fais les bons volumes d'entraînement, puis s'assurer que tu dors bien, tu manges bien. Puis dans les gadgets, Moi, je suis curieux de savoir ton opinion là-dessus. Tu sais, moi, je pense vite fait, je me fais tout le temps demander le c'est Theragun. ça, ben, les Whoop, les Ouais, bracelets, ça, je sais pas, ça calcule ton effort physique. ouais, J'ai demandé ça à Noël, c'est pour ça que je te parle de ça. ouais. Ah! Il y a les Whoop, puis il y a les bagues aussi, Oura Oura, Ring, ouais. tout ça. Je suis curieux de savoir ton avis. Est-ce que c'est un bon indicateur ou... Je pense que dans le monde de la performance, quand tu es élite, ou monsieur, madame, tout le monde qui prennent la performance à cœur. Ça, j'ai des clients aussi là, qui sont des weekend warriors qui prennent vraiment l'entraînement à cœur. Je crois que ça vaut la peine de savoir tu es dans quel état, puis tu mesures. Faut pas virer fou par rapport à ça non plus, parce que, bon. Mais oui, ça, je crois que ça vaut la peine. Les petits gadgets, là, Theragun pour récupérer, pour masser, les foam rollers, c'est tout bien utile, mais dans les recherches, il n'y a rien qui est concluant par rapport à l'amélioration de la récupération au niveau physiologique. Fait que tu te sens bien, ça va bien, mais physiologiquement parlant, il n'y a pas vraiment d'effet. Fait que c'est vraiment plus au niveau de c'est quoi toi ta routine que tu aimes. Parce qu'il y en a là que se rouler sur le foam roller, c'est leur méditation, bien tant mieux, fais-le si ça t'aide. Mais si tu penses que ça fait quelque chose de physiologique dans ton muscle, non, pas vraiment. J'ai toujours dit à mes clients que je trouve que la récupération, c'est très physiologique. Fait que tu manges bien, tu dors bien, ça devrait bien aller. OK. Fait que ça, c'est les grandes lignes. C'est les grandes lignes. OK. Puis dans le puis mettons, si on reste vraiment du côté de la prévention, est-ce que tout ce qui est, tu sais, thermothérapie, euh, j'ai touché une corde sensible. Non, non, c'est pas vrai. Tu sais, c'est ça, sans essayer en essayant de ne pas trop aller dans la récupération, mais tu sais, dans la prévention, est-ce qu'on peut utiliser ça, les bains de glace, les saunas, les bains chauds, juste une douche chaude, je sais pas, ça peut-tu aider à prévenir des blessures? Là, je vais faire une parenthèse parce que c'est un gros sujet de discussion dans le monde de la réadaptation, dans le monde médical. L'application de la glace après une blessure. Je vais te donner une anecdote parce que moi, je me suis dit, ça sort de où ça? OK? J'ai des dates, là, je vais regarder mes dates. En 1962, il y a eu un jeune garçon, il y a eu un accident grave, il a perdu son bras, il s'est fait frapper par un train, il a perdu son bras. Ils l'ont amené à l'hôpital, ils ont mis le bras dans la glace, puis ils ont réussi à y recoudre le bras. Puis là, les journalistes, ils ont trouvé ça exceptionnel qu'il ait réussi à reprendre le bras. Bon, là, il y a eu beaucoup de complications suite à cette chirurgie-là. Puis les journalistes trouvaient ça trop complexe d'établir le protocole opératoire dans les journaux. Eux, ils ont stické sur le fait qu'il a gardé son bras parce qu'il l'a mis dans la glace. Fait que là, les gens ont commencé à dire que dès qu'il y a une blessure, peu importe le degré de la blessure, mettre de la glace, ça va t'aider. En 1978, Dr. Merkin a fait le protocole qu'on appelle RICE, Rest, Ice, Compression, Elevation, pour faire du repos et glace quand on est blessé. Et là, c'est comme quoi ça accélérait le processus de guérison. En 2015-2013, il y a des gens qui ont commencé à se dire que ça avait pas d'allure, puis voir quelle était la recherche derrière ça. Donc, c'était peut-être même un mythe de mettre de la glace après une blessure. Puis même en 2015, Dr. Merkin y a réaffirmé qu'en effet, le repos et la glace, ça n'améliore pas la guérison, c'est plus le mouvement qui est bénéfique. Tout ça pour dire que quand on met de la glace après une blessure, on coupe le processus inflammatoire. Les gens ont tellement peur de l'inflammation aujourd'hui, on veut de l'inflammation quand on est blessé. Quand il y a une blessure, il y a 3 phases de récupération. C'est inflammation, réparation, remodelage. J'avais les mots en anglais. Inflammation, réparation et remodelage. Pour avoir de la réparation puis du remodelage, il faut que tu aies de l'inflammation. Si tu coupes ton inflammation, tu vas retarder toutes les autres étapes et tu peux même affecter la structure de tes tissus.
Parce que si ton inflammation, le processus d'inflammation n'a pas été optimal, ton processus de réparation puis de remodelage ne sera pas optimal. Si ton processus de remodelage de ton tissu n'est pas optimal, ça affecte la structure de ton tissu, tu t'exposes à plus de risques de blessure. Fait que la glace après la blessure, c'est un gros non. Ah ouais, hey, je suis surpris d'entendre ça. Puis, je pense que ça vient de sortir en plus dans la presse. Les gens ont l'air de trouver ça révolutionnaire, mais ça fait des années qu'il y a certains physios, dont moi, on se bat pour dire qu'il ne faut pas mettre de la glace après une blessure. Puis ce qui est fâchant dans tout ça, c'est qu'il y a des intervenants en milieu médical qui disent encore de mettre de la glace, mais c'est tellement contre-productif, ça fait qu'il faut puis mon client arrive dans le bureau: «Ah, je me suis blessé, inquiète-toi pas, j'ai mis de la glace». «Ah, bon, il a mis de la glace». Fait que faut pas mettre de la glace après une blessure. Faut juste la laisser aller puis la laisser faire parce qu'on veut minimiser le plus maximiser le plus possible l'effet de l'inflammation. Puis l'enflure qu'on voit quand on est blessé, c'est pas de l'inflammation. L'enflure, c'est les résidus de l'inflammation qui doivent être drainés par le système lymphatique puis s'en aller dans le système. C'est le processus normal au corps C'est le pour processus normal au corps. s'auto-guérir, là. Quand il y a de l'enflure, quand tu vois qu'il y a un bombement puis qu'il y a de l'enflure, oui, il y a probablement eu de l'inflammation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore de l'inflammation. C'est le résidu de l'inflammation. Et il y a certaines personnes qui ont tendance à garder des enflures trop longtemps. Multifactoriel, là. Les fumeurs, c'est long à guérir, les fumeurs. Vraiment long. Ceux qui ont des métabolismes un peu plus lents, ceux qui ont des inflammations chroniques, des comorbidités, ceux qui sont un peu moins actifs, qui font un peu d'hypertension, ils restent enflés plus longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'inflammation et qu'ils sont blessés. Fait qu'il faut départager entre ça. Fait que la glace pour les blessures, c'est non. Fait que tu conseillerais quoi si on met Rien. pas de la glace? Tu mets Rien, rien. rien, rien? Rien. Ah ouais, OK. Rien. Ben là, attends. Ça dépend du degré de la blessure, là. Je veux dire, si c'est fracturé, on doit immobiliser, bien évidemment. Mais Un jeune ou peu importe, qui là, quelqu'un qui joue au soccer, se foule une cheville, ça, c'est je mets-tu ça. de la glace ou ça, c'est Moi, l'exception? je recommande d'aller voir un physiothérapeute ou un médecin, je dois dire ça aussi. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que faut évaluer à quel degré son entorse. Il y a différents grades. Puis, ultimement, des entorses chez les jeunes, des fois, on peut suspecter aussi des fractures, sont tellement mobiles. Fait qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fracture. Fait qu'il y a des tests puis des questions qu'on pose puis ça nous dirige un peu vers les diagnostics, même si on ne peut pas en faire en tant que physio, mais il y a des tests qu'on peut diriger pour confirmer des diagnostics. Mais si, mettons, tu t'es juste un peu tourné la cheville, tu es capable de marcher dessus, c'est un peu enflé, c'est pas trop bleu, parfait, mais pas de glace. Au pire, déloade-toi pendant quelques heures, quelques jours, puis après, recommence à marcher dessus assez rapidement. Tu veux garder le mouvement. Le mouvement, c'est vraiment ta meilleure pilule, de bouger progressivement. Va pas mettre de la glace là-dessus. Vraiment pas. Mais pour revenir à ta question sur les récupérations avec la thermothérapie, fait que c'est pour ça que moi, un peu, je suis un peu mitigée avec les bains de glace. Je sais qu'il y a des bienfaits psychologiques, physiologiques. C'est Il y a surtout ça que le monde vante. exactement, il y a une sensation de bien-être. C'est un peu méditatif. C'est pas facile, hein, faire ça. Moi, je suis incapable de faire des bains de Moi aussi, j'ai glace. de la misère. Fait que pour ça, j'y crois, OK, mais tout est contextuel. Il y a un contexte à utiliser ça. Si tu viens de te faire une blessure au dos, moi, je suis un peu mitigée à t'envoyer dans le bain de glace. J'aurais tendance à pas le faire. J'aurais tendance à laisser aller l'inflammation. Pour la chaleur, ça améliore la circulation sanguine. Puis plus on a de la circulation sanguine, plus on a de l'oxygénation qui arrive dans les fibres du tissu, que ce soit un ligament, un tendon ou un muscle ou n'importe quel autre tissu. Fait que l'oxygénation, c'est important également. La circulation sanguine, c'est important. Fait que si tu veux absolument mettre quelque chose, mets de la chaleur. Mais techniquement, tu n'es pas obligé de mettre quelque chose. Fait que la chaleur, c'est utilisé pour détendre, relaxer les muscles, augmenter la circulation sanguine. Moi, souvent, quand je vais traiter à l'aiguille, je vais dire à mes clients à la maison, mets-toi un peu de chaleur, ça va améliorer le processus de traitement que je viens de faire. Mais il n'y a pas de recette miracle. Je te dirais, on revient au sommeil, alimentation, Ouais, c'est les mêmes 3-4 préparation. grandes lignes, là. Exactement. OK. Fait que fait que la thermothérapie, dans le avant, il y a pas grand bénéfice, à faire. Non. Ben, Je- rien de comme miraculeux ou non.
Nous, ce qu'on utilise plus, c'est le sauna. Parce que, mettons, tu es blessé, tu peux pas t'entraîner. Nous, on va utiliser le sauna avec des protocoles spécifiques pour maintenir ta masse musculaire. Parce que quand on est en période d'immobilisation, quand on est blessé, on a plus une dégradation des fibres musculaires. Fait qu'il faut augmenter la synthèse de protéines musculaires. Le sauna peut aider à faire ça, peut aider à maintenir la masse musculaire. Oui, il y a une bonne alimentation aussi, mais le sauna aide à maintenir un peu la masse musculaire. Je t'épargne les détails, mais en gros, ça, le sauna fonctionne pour un maintien d'une certaine masse musculaire après une blessure qu'on ne peut pas tant s'entraîner. OK. Bon, ça, c'est bon à savoir. C'est intéressant. Je reviens pas à la glace, là, mais c'est bon. Oui, mais retiens ça parce que. Je pense que c'est la chose que je vais retenir le plus. Mais t'appelles le 811 ou tu parles à l'infirmière, ils vont te dire de Mais mettre de eux, la ils vont te glace dire de mettre encore. de la glace, c'est ça. C'est contre-productif. Mais ça, je vais peut-être me faire lancer de tomates, là, mais je trouve ça complètement aberrant qu'on s'obstine encore là-dessus. Ben, c'est que, ben là, ça, tu me parlais des études de tantôt, mais c'est qu'en ce moment, j'imagine, à l'université et dans les cours, ils disent encore de mettre de la glace. Ah, Fait je que là, sais pas, tout le mais monde part probablement. avec cette Ben, pensée-là ou t'as encore des cliniques de physio qui mettent de la glace, là. T'as encore des physios qui disent de mettre de la glace, là. C'est vraiment des équipes, des écoles de pensée, mais c'est la science. La glace affecte le processus d'inflammation. Fait que tu veux pas ça après une blessure. La seule façon que tu pourrais utiliser de la glace, ça serait un antidouleur parce que ça enlève la douleur. Fait que c'est un antidouleur naturel. Mais un coup que la glace, ça fait plus effet, tu as mal encore. Fait que est-ce que tu vas faire ça au détriment? Tu vas bien te sentir là, mais ça va affecter ton processus de guérison après? C'est vraiment d'y aller intelligemment, là. j'aimerais ça que, tu sais, c'est ça, que les gens retiennent des trucs, exemple, qu'ils peuvent faire avant un entraînement ou une compétition ou un sport quelconque. Euh, je vais comme les décortiquer. Tu sais, exemple, bon, quelqu'un qui va à la salle d'entraînement. Pour essayer de prévenir le plus possible les blessures, j'imagine. Ben, en fait, tu vas me donner la réponse ou non, là. Est-ce que de faire un warm-up avant, c'est une bonne idée pour prévenir? Est-ce que je devrais faire un peu d'échauffement avec du cardio? Tu sais, c'est quoi les bonnes pratiques à avoir, exemple, avant un entraînement en salle d'entraînement pour prévenir les blessures? Ouais. Donc, ça aussi, c'est les questions qu'on se fait souvent poser. Euh, le warm-up, on l'encourage beaucoup. On sait que c'est pas tout le monde qui prend le temps de faire le warm-up, mais on l'encourage beaucoup. Ce que moi, je vais encourager, c'est que voilà comme une période où que tu veux optimiser ta mobilité, tu veux réchauffer tes muscles. Tu veux pas aller t'épuiser dans ton warm-up. Fait que ça devrait être relativement court, là. Dép- 5-10 minutes. ouais, gros max, dépendamment de ce que tu as besoin de faire. Mais typiquement, la salle de musculation, prenons cet exemple-là, où que tu vas faire des lifts différents, qui sont parfois un peu plus pesants, parfois un peu plus techniques. Donc, tu veux t'assurer que ta mobilité est parfaite. Mobilité des chevilles, mobilité des hanches, mobilité du thorax, la cage thoracique, c'est souvent très raide, surtout chez les gens qui passent la journée assis. Si tu es trop raide de ta cage thoracique, ça va affecter ta capacité à aller faire de l'extension, puis ça va affecter ta capacité à utiliser tes bras. Fait que si tu sais que tu as un lift overhead, ben, tu veux vraiment t'assurer que ta cage thoracique est capable de bien faire ton contrôle en extension. Si tu as un back squat, tu veux t'assurer que tes hanches et tes chevilles sont assez mobiles. Fait que la mobilité de certains segments est vitale, est primordiale. Puis après, tu peux aller avec des chaînes. Fait que, tu sais, comme des greatest stretch pour vraiment aller chercher des chaînes myofaciales qui relient les bras, les jambes. Puis après, tu peux aller juste activer un petit peu plus pliométrique pour réchauffer encore plus le muscle, puis tu es prêt à partir. Moi, c'est souvent la base, là. C'est une routine de mobilité, peu importe ton sport. Ben non, c'est pas vrai. Sport de patin, ils ont moins besoin de mobiliser leurs chevilles, mais en général, je vais leur faire mobiliser tout leur corps. Fait que c'est à peu près toute la même routine de mobilité pour tous les sports. Ça implique tous les mouvements. Tu vas aller les plans en avant, en arrière, les côtés, puis les plans rotatoires. Fait que tu veux t'assurer de couvrir tous ces plans-là. Les étirements. Ça, c'est un autre sujet de discorde. OK? On s'étire pas. On s'étire pas. Non. Je recommence. Les étirements, il faut faire attention. OK? Les étirements statiques, on ne recommande pas les étirements statiques pour la simple raison que tu as fini ton étirement, ton muscle va revenir dans son état naturel. Faire un étirement statique avant une performance, c'est contre-productif. C'est-à-dire que quand tu fais un étirement statique, tu as un changement au niveau du système nerveux de ton muscle
qui fait en sorte que ça peut affecter la production de force. Fait que si tu t'en vas faire un gros étirement statique de tes ischios avant d'aller faire un sprint au soccer, c'est probablement la pire idée que tu as eue. OK? Parce que, un, tu augmentes tes chances de blessure, claquage et compagnie, puis ta production de force n'est pas optimale. Ça affecte plein de choses physiologiquement dans le muscle, un étirement statique. Mais en gros, ce qu'on doit retenir, c'est que ça affecte la production de force et la capacité à contrôler la phase excentrique d'une contraction musculaire. Fait que quand le muscle est en élongation, mais qu'il doit être en contrôle quand même. Fait que si tu n'as pas ce contrôle excentrique-là, tu t'exposes à un plus grand risque de blessure dans les sports. Fait qu'on ne veut pas faire un étirement statique avant un sport. On veut plutôt faire ce qu'on appelle des étirements dynamiques, mais moi, je dis que c'est de la mobilité. OK? L'étirement dynamique, il y a une potentialisation par post-activation qui va faire en sorte que ton muscle va être prêt à s'activer. Fait que de la mobilité. Les étirements après, ça aussi, c'est pas vraiment utile. Je- Mais t'as fait dire pour être moins raqué, c'était bon Ouais, de non. s'étirer. Non, ça, c'est pas. Non, parce que ton effet de courbature, c'est dans ton muscle suite à ton entraînement. C'est installé. Dès que tu as fini de t'entraîner, Pas enlever le. quand tu t'étires après un entraînement, c'est pas prouvé que ça enlève le Delayed Onset Muscle Soreness, le DOMS, donc la courbature musculaire après un entraînement. OK. Fait que Ah, ben, ça change rien. Pas d'étirement, pas de glace. pas de glace non plus. OK. Avant un entraînement en salle de musculation, c'est bon de faire un warm-up pour la mobilité. Pas des étirements statiques, mais plus des étirements Dynamique. dynamiques qu'on va Oui. appeler. Euh, pour la salle d'entraînement, après ça, quelqu'un qui va courir, qui va faire un sport d'endurance, suggère les mêmes choses aussi. Oui, eux, c'est différent parce que tu veux s'assurer qu'il soit, mettons, la course à pied, OK? Qui est très complexe, la course à pied. Ça, c'est une autre anecdote. Les gens qui veulent se remettre en forme puis qui décident de commencer à faire la course à pied, aucun problème. J'encourage ça. Je trouve ça super beau. J'aime mieux que tu viennes dans mon bureau parce que tu as fait du sport que tu n'as pas fait de sport. Mais c'est souvent mal. C'est très difficile, la course à pied, en fait. C'est vraiment beaucoup d'impact sur le corps, ce qui est bon. On y reviendra, ça aussi, hein, pour les genoux puis la course à pied, mais c'est un gros impact sur le corps. Fait qu'il faut y aller progressivement. Encore une fois, ta quantification de stress mécanique, s'assurer que tu commences progressivement par intervalle. Euh, c'est une grande partie de la course à pied. Avant de faire la course à pied, il faut que tu t'assures que tu sois capable de sauter sur une jambe pendant plusieurs répétitions. Parce que c'est ça de la course à pied. Tu sautes sur une jambe en Vu de alternance. même, c'est vrai que OK? ouais. Fait que si tu as de la difficulté à faire 10 répétitions de calf raise ou 10 sauts sur une jambe, il y a des bonnes chances que ta course à pied soit plus difficile. Fait que tout est dans la préparation. Fait que avant de commencer la course à pied, en général, il faut s'assurer de bien se préparer. Mais avant de partir courir, mobilisation des pieds, mobilisation des chevilles, mobilisation des hanches, mobilisation du thorax parce qu'il y a tout le temps un petit mouvement de rotation. Puis, tu veux t'assurer d'être concentré puis d'être bien coordonné. Parce qu'à chaque fois que tu sautes, si tes muscles sont trop fatigués, si ton corps est trop fatigué, c'est là que tu commences à t'affaisser un petit peu plus. C'est là qu'il y a des blessures. Fait qu'il faut vraiment. Moi, j'ai beaucoup de clients que je leur donne des exercices spécifiques à pratiquer, des patterns de mouvement avant de commencer à courir. Puis après, ils partent courir. Puis quand ils voient qu'ils commencent à perdre le contrôle, ils s'arrêtent, ils recommencent leurs exercices, puis ils repartent. Fait que c'est différent, la course à pied, vu que c'est long, puis c'est répétitif, c'est toujours le même mouvement que d'aller s'entraîner à faire plusieurs exercices dans le gym. OK. T'aurais-tu 2, 3 exercices, mettons, qu'on pourrait faire, exemple pour les chevilles ou pour les genoux, Ouais, pour les échauffer avant? ouais. Dans le fond, la cheville, tu sais, quand tu mets ton pied à terre puis tu amènes ton genou le genou devant les orteils, c'est bon. OK, ça aussi, c'est un autre mythe qu'on pourrait casser, mais je pense que c'est assez cassé maintenant. Donc, tu amènes le genou qui s'en va devant tes orteils pour aller mobiliser ta cheville pour qu'elle plie bien. Ça, souvent, c'est un classique que je vais donner. Là. Je l'appelle le genou au mur. Fait que tu mets ton pied devant le mur, tu amènes ton genou au mur. La mobilisation du gros orteil. Juste du gros orteil. Oui, exactement. Ton gros orteil, il devrait avoir un 70 à 90 degrés d'amplitude. Fait que quand tu es debout et que tu fais le transfert de poids vers l'avant, tu veux aller que ton gros orteil il plie. Fait que tu veux être sûr d'avoir au moins ton 70 à 90 degrés de flexion du gros orteil. Fait que ça, c'est un classique que je donne Fait que souvent.
prends ton orteil puis tu fais des flexions ou comment Non, à tu terre, tu es debout, puis tu viens vraiment faire le mouvement de marcher, mais tu laisses ton pied en arrière, mais tu laisses ton gros orteil à terre. Puis l'autre classique que je vais donner aussi, surtout pour les coureurs ou ceux qui vont en randonnée, c'est de dissocier leur mouvement de cheville. Fait que je vais leur demander d'amener le pied vers l'intérieur puis vers l'extérieur, mais sans utiliser toute la jambe. Vraiment juste utiliser le pied. Fait que cette dissociation-là aussi est super importante. Ça affecte plein de contrôles, mais en gros, tu vas être capable que ton pied soit capable de gérer son mouvement tout seul sans que ce soit toute ta jambe puis ta hanche qui le fasse à sa place. Fait que c'est souvent la classique que je vais donner pour les pieds, par exemple. OK, ben, c'est super bon. Hem, Puis dans des sports un peu plus, tu sais, explosifs, exemple le hockey ou le football, que c'est des intensités, c'est pas long, mais tu es à 110 pendant cette minute-là ou pendant les quelques minutes, là? Ben, le hockey, le football, mettons football, tu prends un O-line, que lui, il faut qu'il soit grounded avec ses pieds puis qu'il pousse avec ses bras. Fait que tu veux vraiment aller leur chercher des exercices qui vont avoir une belle mobilité de dissociation du haut du corps au bas du corps. Comme s'il faut qu'il pousse le gars, tu veux qu'il soit capable de le faire sans se blesser. Fait que souvent, je vais leur donner des exercices de grounding. Ils vont avoir les 2 pieds bien groundés, puis je veux qu'ils soient capables d'aller dissocier leur thorax. Je veux qu'ils soient capables d'aller dissocier le mouvement de leurs bras pour leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire. Fait que ça, c'est très technique là, en termes de mouvement. Au hockey tu veux surtout qu'ils aient les hanches assez mobiles. Ils utilisent beaucoup leurs hanches, mais ils utilisent beaucoup leur thorax puis leur cou. Tu sais, un joueur, là, il s'en va par en avant, mais il regarde ce qui se passe en arrière. Fait que bien souvent, ils sont en grande mobilisation du cou. Fait qu'il faut que le thorax puis le cou soient super mobiles. Fait que souvent, puis les épaules, mais souvent, c'est ça que je vais leur donner aux joueurs de hockey. Un peu de slider, mais ils le font à tous les jours. Mais vraiment, thorax-cou pour les joueurs de hockey, c'est un classique. Fait qu'avant de ben, la pratique ou le match, Ouais, c'est une bonne idée, là. ouais. J'aimerais voir un peu du côté de l'alimentation. Hem, Est-ce qu'il y a des façons, des choses qu'on peut prendre, heu, pour nous aider à prévenir le plus possible, des blessures pendant un entraînement? Tu sais, je pense à boire de l'eau. Est-ce que manger plus de protéines, ça peut nous aider à prévenir les blessures? Est-ce que tu as d'autres trucs que tu peux nous donner? Ben, ça, c'est sûr que c'est plus du ressort des nutritionnistes. Fait que c'est un peu en dehors de mon champ de pratique. Mais en général, tu dois avoir une bonne alimentation. Mais on peut statuer c'est quoi une bonne alimentation, là. C'est très relatif, mais en général, si ton apport en protéines est suffisant, tu favorises une meilleure synthèse de protéines musculaires. Quand tu es blessé, c'est encore plus important de bien manger parce que tu as de l'inflammation là, qui arrive dans ton corps. Fait que tu ne veux rien aller donner qui est pro-inflammatoire parce que tu ne veux pas en avoir trop non plus. Quand tu as beaucoup d'aliments pro-inflammatoires, c'est comme tout ce qui est alcool, produits transformés, sucre, tout ça peut avoir un effet sur ta capacité de guérison et va faire une rétention d'enflure, définitivement. OK? Fait qu'une bonne hydratation, une bonne alimentation variée, beaucoup de légumes, fruits, protéines, c'est définitivement un sujet que je vais un peu aborder avec mes clients en restant dans la généralité pour pas rentrer dans un domaine de pratique qui n'est pas le mien. Hem, je te dirais souvent les gens qui sont hyper réactifs à la caféine, s'ils sont très, très, très en douleur, des fois prendre de la caféine, c'est un stimulant, ça stimule encore plus leur système nerveux. Ils vont voir une différence quand ils vont avoir une semaine qu'ils vont peut-être couper les stimulants comme la caféine. Ça te fait ressentir plus, les douleurs, la caféine? Ben ça c'est un stimulant du système nerveux. Fait que si tu stimules plus ton système nerveux, ça se peut que tu interprètes beaucoup plus les douleurs, OK? Même chose, il y a certaines boissons dites sportives, là, ça devrait changer de nom, c'est pas des boissons sportives, mais des, des boissons qu'on prend pour se réveiller, là. Ils ont de la caféine, mais si tu as trop de caféine, puis là, tu t'en vas faire un sport, puis ton système nerveux est super surchargé, puis tu pas dormi, parce que c'est pour ça que tu as pris de la caféine, wow, gros risque de blessure. OK? Fait que c'est oui, l'alimentation joue un rôle vraiment important, mais c'est sûr que chez les athlètes, je vais tout de suite les référer en nutritionniste du sport pour vraiment qu'il y ait un plan beaucoup plus détaillé que qu'est-ce que moi je connais, puis je sais. Puis de toute façon, c'est important de le mentionner. On
on peut pas déroger de notre champ de pratique avec nos clients. Fait qu'il faut faire un peu attention avec ce qu'on leur dit, mais je m'empêcherai pas de dire quelque chose du gros bon sens. Exact. OK. Fait que rester dans le gros bon sens, boire assez d'eau, assez de protéines aussi, puis voir un nutritionniste aussi pour Exactement. plus de détails. Côté des crampes musculaires, Oui. heu, moi, c'est un sujet que je voulais aborder parce que avant, quand je jouais un peu plus au volleyball de plage, tu joues dehors, il fait chaud, puis je pense qu'à chaque tournoi, tout le temps, j'avais des crampes musculaires au, voyons, aux ischios. C'était quasiment à chaque fois, là. Heu, Moi, je veux comprendre, bon, premièrement, c'est quoi des crampes musculaires? Puis comment est-ce qu'on pourrait les prévenir pour quelqu'un qui en fait souvent? Ouais. Dans le fond, une crampe musculaire, c'est une contraction involontaire de ton muscle. Fait que c'est comme ton muscle a reçu un message un peu euh, bizarre. Fait qu'il y a comme un dérèglement neuromusculaire. Fait que ça atteint souvent les muscles qui traversent plusieurs articulations. Fait que, mettons, les ischio-jambiers traversent l'articulation de la hanche et du genou. Les mollets traversent l'articulation du genou et de la cheville. Fait que ça va souvent être des muscles qui traversent plus qu'une articulation. Puis, le muscle, il y a comme une altération au niveau du système nerveux. Fait qu'il reçoit un message d'excitation, puis il reçoit un message d'inhibition en même temps. Inhibition, c'est comme de calmer le muscle. Fait que là, ça fait un petit changement neuromusculaire, fait que ça peut faire une crampe. Le mythe derrière le manque d'électrolytes, la déshydratation, la chaleur, c'est pas tout à fait bien expliqué dans les recherches. Si c'était vraiment à cause de la chaleur, à cause de la déshydratation, le manque d'électrolytes, ça serait pas juste un muscle qui rentrerait en crampe. Il y aurait beaucoup plus qu'un muscle qui rentrerait en crampe. Fait que la crampe musculaire est vraiment associée à une fatigue musculaire. C'est vraiment et le muscle qui atteint un niveau d'intensité qu'il n'est plus capable, puis là, il y a un dérèglement, il peut faire une crampe. Et ce niveau d'intensité-là, quand le muscle atteint ce niveau-là, il peut y avoir plusieurs facteurs. La chaleur, mais la chaleur affecte ton système en général aussi, tu sais. C'est comme tu fatigues plus rapidement, tu as chaud, tu es plus démoralisé ou quoi que ce soit, peu importe. Fait que c'est vraiment multifactoriel, une crampe musculaire. C'est pas un manque d'hydratation puis un manque d'électrolytes absolument. C'est vraiment souvent un manque de préparation physique ou une fatigue qui s'est installée dans ton muscle. Ou c'était pour arriver un jour ou l'autre. Puis là, ça arrive dans ta performance quand il fait super chaud, mais c'est parce que ton système nerveux est un peu plus épuisé. Fait que c'est vraiment multifactoriel, encore une fois. C'est pas associé à un manque d'hydratation ou d'électrolytes. OK. Fait que Fait que le fameux mythe, c'est quoi? banane. C'est-tu, banane ou moutarde, Ouais, jus de non, c'est cornichon, des vu que ça mythes. a plein de sel ou je sais Ouais, pas c'est trop, des là? mythes. C'est C'est parce toutes que des la mythes. banane OK. contient beaucoup de potassium. Mais tu sais, si tu manges, tu viens d'avoir une crampe, tu manges 2 3 bananes, mais tout ton potassium est dans ton corps à peu près 1 heure après. Fait que de toute façon, puis il y a tellement pas assez de potassium dans une banane pour enlever une crampe musculaire. Tu sais, ça serait trop simple, là. Il y aurait bien du monde à l'hôpital qui aurait plus besoin d'aller à l'hôpital si c'était juste les bananes qui, tu sais? Mais en gros, c'est vraiment juste, oui, c'est important de bien s'hydrater, mais de prendre des électrolytes, dans ton eau pour prévenir des crampes, je ne pense pas que ce soit, scientifiquement approuvé. Est-ce qu'il y a quand même des trucs qu'on peut prendre, si exemple j'ai une crampe, là, c'est le temps, Ouais, juste en fait, d'attendre? si la crampe vient d'arriver, c'est d'arrêter. Tu sais, il OK. faut que tu reposes, il faut que tu déloads ton De muscle. l'étirer? Non, Du tout? Non, 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 pas d'étirement. non, parce qu'un étirement va augmenter ta force de compression dans tes fibres musculaires. Fait qu'ils ont juste besoin de relâcher. Nous, ce qu'on va faire en physio, c'est qu'on va, tu sais, comme si tu es coincé dans ta crampe, on va tranquillement essayer de te sortir de ta flexion du genou. Fait qu'on va tranquillement essayer de te ramener dans une position neutre. Fait que oui, on étire ton muscle, mais on va pas étirer ton muscle pendant 1 heure après, là. On veut le laisser tranquille, reposer. Euh, Il y a certaines compagnies d'équipements de sport, qui vendent beaucoup les boxers compressifs, les compressions pour éviter les crampes. Je Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de marketing derrière ça. Hem, Si ça t'aide, tant mieux, mais je sais c'est pas non plus la solution miracle. Pas encore prouvé, Non, scientifiquement. exactement. Quand tu as une crampe et que c'est là, ben tu veux essayer de te sortir puis te ramener dans ta position neutre. Puis prendre un petit 2 3 minutes, un petit peu plus de repos, bouger tranquillement, progressivement.
Mais le but, c'est pas d'aller l'étirer parce que tu veux le laisser tranquille aussi, là. Tu sais. Puis à chaque fois qu'il y a un étirement, c'est une sollicitation sur le muscle. Fait que tu veux le laisser tranquille. OK. Euh, Ça, c'est bon à savoir. Après une blessure, est-ce qu'il faut. Parce que, on en a quand même brièvement parlé tantôt, mais après une blessure, est-ce que c'est conseillé de garder ce muscle-là en mouvement? Je pense que la Oui, réponse était oui. oui, Tu sais, je pense à bon, les blessures les plus fréquentes que je pense que toi, tu voyais dans la clinique. Tu m'avais parlé de tendinite à l'épaule, fasciite plantaire, entorse au genou, quelqu'un qui a une de ces blessures-là ou autre. Évidemment, il y a un plan là, que le physio, comme toi, tu vas donner au patient. Mais la grande ligne, c'est de faut que tu gardes, faut que tu restes en mouvement. oui, exactement. On veut toujours identifier le degré d'intensité de ta blessure. Fait que si c'est très grave, on peut immobiliser une entorse ou une fracture. Une fracture, c'est sûr, tu es immobilisé. Une entorse de haut grade, des fois, on va immobiliser temporairement ou on va déloader temporairement. C'est-à-dire qu'on va arrêter de marcher dessus, par exemple, de façon temporaire ou on va mettre dans un attelle. On va utiliser les attelles. Mais le plus rapidement possible, on veut recommencer à bouger. On veut aussi identifier comment c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé tout bonnement comme ça, tout seul? Tu as changé de direction rapidement, puis paf, ton ACL, il a popé? Mais là, ça, c'est pas normal. S'il y a quelqu'un qui t'a rentré dans le genou, c'est un accident, ça l'arrive. Mais si tu t'es fait ça tout seul, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé puis comment on peut le prévenir. Est-ce que c'est parce que ton pied n'a pas bien réagi, ta hanche n'a pas bien réagi? Fait que oui, on va traiter l'entorse en tant que telle, mais on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs pour aider que ça ne réarrive pas encore, puis pour aider que tu réadaptes bien après cette blessure-là, comme il faut. Euh, les fascites, les tendinites, là, tout ce qui est en HIT, c'est beaucoup de gérer ton stress mécanique. T'en as-tu trop fait? Tu l'as-tu bien périodisé? Fait que c'est beaucoup plus ça, tout ce qui est en HIT. OK, fait qu'il faut garder, faut rester actif. Oui, C'est sûr que bon, chaque blessure va avoir son processus de rétablissement oui. différent, il va avoir plein de choses différentes. Mais tu sais, exemple, la tendinite, l'entorse au genou, la fasciite, je pense que c'est encore une fois, c'est de bien s'étirer avant. C'est Non, peut-être. on s'étire Ah pas oui, avant. excuse, faut pas s'étirer avant. C'est vrai, il va falloir que ça rentre ça. Mobiliser. C'est de mobiliser, c'est vrai. OK. Mais les façons de prévenir les blessures, c'est toutes les grandes lignes qu'on a dit tantôt, essentiellement, le sommeil. La préparation physique. Mhm. Puis ça, on le voit même chez les athlètes. Il y a des athlètes qui n'ont pas une bonne préparation physique aussi. Fait que c'est vraiment la préparation physique que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton off-season? D'avoir un off-season. Ça, les jeunes, c'est compliqué, là, des off-season, des fois. Là. De demander d'avoir un temps de repos, On là. pourrait faire un podcast juste pour ça, là. Je- OK? Mais d'avoir des off-season, de bien prendre le temps de se reposer, de bien prendre le temps de s'entraîner pour faire notre sport. Si jamais, bon, là, on essaie tous les trucs possibles là, pour essayer de prévenir les blessures, mais bon, exemple, quelqu'un se blesse. Je sais qu'en physio, vous avez quand même plusieurs techniques que vous utilisez. Tantôt, on en a parlé un petit peu, là, les Oui, aiguilles. c'est magique. Ah ouais, c'est magique. Oui. C'est quoi exactement cette technique-là? C'est dans quelle situation, en fait, aussi Ouais. que tu vas l'utiliser? En fait, les physios ont une panoplie d'outils qu'ils peuvent utiliser, de la thérapie manuelle, du relâchement myofacial, prescription d'exercices. Euh, Moi, ceux que j'utilise le plus, c'est éducation, prescription d'exercices, puis j'aime beaucoup utiliser mes aiguilles. Un, ça me sauve les doigts, ça me sauve les mains. Fait que je devrais être physio pendant plus longtemps. Puis deux, c'est qu'avec l'aiguille, on peut aller un peu plus en profondeur au niveau du muscle. Fait qu'on utilise l'aiguille pour essayer d'aller relâcher les muscles. Fait qu'on peut aller dans toute la profondeur du muscle. Et souvent, quand on rentre l'aiguille à des points qui sont un peu plus sensibles, ça reproduit des douleurs que les clients ont. Fait que souvent, les gens ils vont dire: Hey, j'ai mal au nerf sciatique. Dans ma carrière, des vrais nerfs sciatiques, j'en ai pas vu beaucoup. Souvent, je vais faire les aiguilles dans les muscles des fessiers. Ça va référer le long de la jambe. Puis ils vont dire: Hey, c'est exactement ça ma douleur. Bon, ben Ah, ouais, OK. parfait. Fait que Tu ça peut vois? aider à trouver où ton point de douleur. Ben, je l'utilise pas comme outil diagnostic, mais je l'utilise pour montrer à mon client que même s'il pense qu'il y a une sciatalgie, c'est son muscle de la fesse qui occasionne ces problèmes-là. Fait que c'est beaucoup plus musculaire. Fait qu'on va utiliser les aiguilles pour traiter les muscles en tant que tels. Il y a tout un contexte derrière l'aiguille, par exemple. Il faut faire attention, on ne peut pas l'utiliser avec n'importe qui. Mais je vais faire beaucoup, beaucoup d'éducation. Si je n'ai pas éduqué mon client, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Fait qu'il faut faire beaucoup d'éducation. Je vais passer énormément de temps à faire de l'éducation avec mon client. Nous, à notre clinique, on est chanceux, on a un gym dans notre clinique. Fait que je vais aller dans le gym avec le client. On va faire les exercices ensemble. Moi, là,
quand tu pars avec ta petite feuille là, d'exercice, il faut que tu saches exactement pourquoi tu le fais. OK? Puis je donne pas 14 millions d'exercices, j'en donne un, 2. On a des objectifs. Puis il faut que tu comprennes. Puis c'est important que le physio comprenne qu'est-ce qu'il donne comme exercice également. Fait que la prescription d'exercice est utile, mais il faut savoir bien l'utiliser. Euh, il y a de l'électrothérapie, des fois, qui est Ouais, utilisée. ça, c'était mon deuxième point aussi. Ça aussi, je pourrais me faire lancer des tomates, là, mais euh, c'est pas approuvé scientifiquement encore. C'est très mitigé, l'effet que ça a. Le TENS, la machine du TENS, là, les petits picotements, là, on va l'utiliser pour la douleur. Fait que si tu es à la maison, puis tu as mal, puis tu veux te mettre un TENS, parfait. Mais viens pas me voir pour que je te mette le TENS. Moi, je trouve ça un peu une perte de temps dans le traitement. Il y a des stimulateurs neuromusculaires qu'on utilise post-opératoire qui fonctionnent bien. Correct, en fait. Puis les fameux ultrasons, que ça, c'est beaucoup trop utilisé encore. Ça dit que ça peut aider dans le mode inflammatoire. C'est non, c'est la petite machine avec le gel bleu là, que tu passes sur une structure. Là. Ah, vraiment, Tu sens pas l'ultrason, là, grand-chose. comme OK, OK, Ouais, ouais, OK. ouais, tu sens pas grand-chose. Euh, c'est très mitigé dans le monde de la physio. Là. Il y en a beaucoup qui s'obstinent encore sur ça. Moi, je ne l'utilise plus, l'électrothérapie. Je trouvais que j'ai beaucoup d'autres choses à faire de plus pertinent qui sont plus utiles envers mon client que d'utiliser l'électrothérapie, mais il y a certains physios qui l'utilisent encore. Y a-tu d'autres techniques, que tu vas utiliser souvent, autres que, mettons, les aiguilles, Oui, puis, les aiguilles, de la thérapie manuelle, je vais beaucoup aller faire du repositionnement dans le gym, c'est-à-dire que je vais faire les mouvements avec mes clients. Je vais beaucoup donner des petits feedbacks tactiles pour qu'ils comprennent. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un client qui comprend qu'est-ce qu'il fait. La, la conscience corporelle est très importante quand on se rétablit d'une blessure. Fait qu'il faut que tu comprennes c'est quoi ton mouvement. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup. On utilise beaucoup ici du relâchement qu'on appelle myofacial ou musculaire. Quand il y a un muscle qui est très, très raide, bien, ça fait du bien au client d'aller le relâcher un petit peu. Fait que ça, on l'utilise aussi. Mais tout ça, c'est très complémentaire à l'éducation et les exercices qu'on va faire avec le client. En gros, c'est pas mal ça, la physiothérapie, je dirais. c'est vraiment, En musculo-squelettique, parce qu'il y a différentes portions de physiothérapie, là, mais qu'on appelle orthopédie musculo-squelettique, c'est vraiment ça qu'on fait en général. parfait. Ben, c'est super intéressant, mais merci beaucoup. Ça me fait Je plaisir. pense qu'on a eu des super bons trucs, honnêtement, pour comment prévenir les blessures, les guérir aussi, pas appliquer de la glace, Non. pas s'étirer. Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Est-ce qu'il y a un endroit où que les gens peuvent aller te suivre ou je pense qu'il y a peut-être la clinique aussi? Oui, dans le fond, c'est ma clinique Accélération Physio Plus. On a les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Accélération Physio Plus. Puis, on pose beaucoup d'informations pertinentes. Sébastien, entre autres, travaille très fort Aussi, oui. là-dessus. Fait que je vais mettre ça en lien là, Oui, dans c'est bien l'épisode du gentil. podcast. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, merci. Merci.